Il y a 3 mois, moi, Chloé Dubois, 24 ans, j'ai consacré chaque seconde libre à organiser les 16 ans de ma sœur. J'ai réservé un restaurant à Clermont-Ferrand, j'ai confectionné un album de nos photos d'enfance et j'ai dépensé des centaines d'euros, toutes mes économies, pour que ce soit parfait. J'imaginais son visage s'illuminer, reconnaissant pour une fois, mais quand le soir est arrivé, la table est restée vide. Pas de sœur, pas de parents, pas d'explication. Mon téléphone a vibré avec un seul message vocal de papa, on est à Paris. On voulait juste t'occuper. Son rire m'a transpercé, vif et froid. Ils avaient planifié ça, me laissant organiser une fête à laquelle personne n'assisterait. Ma poitrine s'est serrée, non pas de larmes, mais de quelque chose de plus lourd. La trahison. Je suis restée là, seule, le poids de 3 mois de travail s'écrasant sur moi. Il pensait que j'allais juste accepter, comme toujours. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas crié. J'ai attendu. Une semaine plus tard, mon téléphone s'est illuminé, 36 appels manqués en 1h02. La panique dans leur voix, me suppliant de décrocher. J'ai envoyé un seul SMS en retour, je suis très occupée. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais fait. Si vous vous êtes déjà senti négligé par les personnes que vous aimez le plus, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire. Auriez-vous répondu à ces appels ou seriez-vous parti comme moi? Tout a commencé dans un petit bureau où je jonglais entre les feuilles de calcul et les plans de fête. Chaque jour, je m'enfonçais dans les chiffres dans une entreprise locale. Mes journées étaient longues, 8 heures au bureau, puis les nuits à éplucher les factures pour maintenir la famille à flot. J'envoyais de l'argent pour les frais de scolarité de ma sœur et nos factures ménagères, me débrouillant avec ce qui restait. Mon rêve de devenir photographe, de capturer les lumières de la ville ou les champs paisibles, était enfoui sous des piles de formulaires fiscaux. Je me disais que c'était temporaire, que la famille passait avant tout. Il y a 3 mois, j'ai entrepris d'organiser les 16 ans de ma sœur, Léa. Elle avait laissé entendre qu'elle voulait quelque chose de grand, de mémorable. Je voulais qu'elle se sente spéciale, qu'elle me voie comme la sœur qui a réalisé son souhait. J'ai réservé une salle privée dans un restaurant cosy du centre-ville, avec des guirlandes lumineuses et une vue sur la rivière. J'ai passé des heures à concevoir les invitations, à choisir un menu avec ses mini-burgers et cupcakes préférés, et même à trouver un groupe local pour la musique live. Chaque détail comptait, jusqu'aux serviettes pliées en petites étoiles. Le vrai effort, c'était le cadeau. Je suis restée éveillée tard à coller des photos dans un album, des clichés de nos enfants, riant dans le jardin, construisant des bonhommes de neige, nous disputant le dernier cookie. Je voulais qu'elle se souvienne de ces moments, qu'elle sente à quel point je tenais à elle. Cela m'a coûté 500 € de mes économies, plus d'innombrables nuits que j'aurais pu consacrer à mon propre travail. Maman et papa n'arrêtaient pas de me pousser à rendre ça parfait. Tu es si douée pour ça, disait maman, sa voix perçante quand j'hésitais. Papa m'envoyait des SMS quotidiens pour demander des nouvelles, me rappelant à quel point Léa le méritait. Leurs attentes s'accumulaient, lourdes et tacites, comme si je leur devais mon temps, mon argent, tout mon être. Je ne me posais pas de questions. J'étais la sœur aînée, celle qui maintenait les choses en ordre. J'appelais le gérant du restaurant entre 2 réunions, me glissant dans de brèves conversations sur la disposition des tables. Fais vite, me lançait mon patron, alors je me dépêchais, jonglant entre mon travail et leurs exigences. Je pensais à mon vieil appareil photo rangé dans un tiroir, intouché depuis des années. Des cours de photographie, des critiques de portfolio, une chance de déménager dans une ville comme Bordeaux. Ça ressemblait à la vie de quelqu'un d'autre. Je repoussais ces pensées, me concentrant sur le grand jour de Léa. À la maison, maman rôdait, suggérant des changements. Léa aime le rose, pas le violet, disait-elle en feuilletant mes plans. Papa intervenait, ne lésine pas sur la nourriture, elle compte sur toi. Je hochais la tête, ajoutant leurs notes, étirant mon budget encore plus. J'ai dépensé 200 € pour des décorations personnalisées, une centaine de plus pour la compte du groupe. Mes économies diminuaient, mais je me disais que ça en valait la peine. Léa entrerait dans ce restaurant, verrait l'effort, et peut-être dirait merci. Je lui envoyais des SMS à propos de la fête, lui demandant son avis. Ses réponses étaient courtes, cool, ou, comme tu veux.
Je me disais qu'elle était juste occupée avec ses amis d'école, son propre monde. Je continuais, collant une autre photo, vérifiant un autre fournisseur. J'imaginais son sourire, la façon dont elle me serrerait dans ses bras une fois que ce serait fini. C'est ce que font les sœurs, n'est-ce pas? On se montre, on se sacrifie, on y arrive. À la fin, j'étais épuisée, mais pleine d'espoir. Le restaurant était réservé, l'album était terminé, le groupe était prêt. J'ai envoyé le plan final à maman et papa, m'attendant à un signe d'approbation. Ça a l'air bien, a répondu papa par SMS. Maman n'a pas répondu. J'ai ignoré ça, pensant qu'ils étaient juste distraits. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils préparaient derrière mon dos. Comment ils avaient réduit mes efforts à néant. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le visage de Léa quand elle verrait cette fête, celle à laquelle j'avais mis tout mon cœur. À 18h, le restaurant était parfait, mais les chaises restaient vides. Je me tenais dans la salle privée, mon téléphone serré, attendant un SMS, un appel, n'importe quoi. Le groupe que j'avais engagé installait ses guitares, fredonnant doucement, prêt pour une foule qui n'était pas venue. J'ai vérifié mes messages à nouveau. Rien de Léa, de maman ou de papa. Mon estomac se tordait, mais j'ai ignoré ça. Peut-être était-il en retard, coincé dans les embouteillages, ou en train de chercher des invités de dernière minute. J'ai arpenté la pièce, jetant un coup d'œil à la porte, la voulant ouverte. À 18h15, j'ai envoyé un SMS à Léa, « Où êtes-vous ? La fête commence. » Pas de réponse. J'ai essayé maman ensuite, puis papa. Silence. Le serveur, un jeune homme au sourire poli, s'est approché de moi. Tout va bien? Besoin de plus de temps? J'ai hoché la tête, forçant un sourire et dit que je vérifierais avec ma famille. Mes doigts tremblaient en composant le numéro de Léa. Directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé maman, même chose. Finalement, j'ai appelé papa. Après 3 sonneries, il a décroché, sa voix distante, presque amusée. « Salut, Chloé », a-t-il dit comme s'il répondait à un simple appel. J'ai entendu des bavardages en arrière-plan, une légère annonce en français. « Où êtes-vous » ai-je demandé, ma voix tendue. Une pause, puis un petit rire. « Oh, on est à Paris. »« On ne t'a pas dit ? On voulait juste t'occuper. » Son rire m'a frappé comme une gifle, vif et insouciant. J'ai figé. Le téléphone pressé contre mon oreille tandis qu'ils continuaient à parler de leur voyage. Comment Léa avait besoin d'une vraie célébration. La voix de maman a retenti, rigolant à propos d'un café qu'ils avaient trouvé. Je ne pouvais pas parler. La ligne s'est coupée. Je suis restée là, seule, le groupe rangeant maintenant ses affaires, le serveur évitant mes yeux. Ma poitrine était vide, comme si quelqu'un avait creusé tout ce en quoi j'avais cru. Ils n'avaient pas seulement oublié, ils avaient planifié ça, me laissant mettre tout mon cœur dans une fête à laquelle personne n'assisterait. Pendant 3 mois, j'avais travaillé, dépensé mes économies, veillé tard, tout ça pour rien. La trahison n'était pas seulement leur absence. C'était le mensonge, la façon dont ils m'avaient manipulé, sachant que je ferais tout sans poser de questions. J'ai sombré dans une chaise, fixant mon téléphone, l'écran toujours vide. Pas d'excuses, pas d'explications, juste ce rire résonnant dans ma tête. J'ai pensé aux années que j'avais passées à les faire passer en premier. Toujours la personne fiable, celle qui arrangeait les choses. Mais maintenant, pour la première fois, je me demandais quel était vraiment mon rôle. Étais-je juste la sœur qui réalisait les choses? La fille qui payait les factures, celle sur qui ils pouvaient compter pour rester occupés pendant qu'ils vivaient leur vie? Le serveur est revenu, proposant d'emballer la nourriture. J'ai secoué la tête, lui disant de la donner. Je ne voulais pas de reste d'une nuit qui n'avait jamais eu lieu. Je me suis dirigée vers l'album que j'avais fait pour Léa, toujours emballé dans du papier de soie, intouché. Je l'avais imaginé l'ouvrir, souriant à nos souvenirs d'enfance. Maintenant, ça ressemblait à une relique de quelqu'un que je pensais connaître. Je l'ai laissé sur la table, ne sachant pas si je le lui donnerais un jour. En sortant, l'air du soir m'a frappé, vif et froid. Je n'étais pas en colère, pas encore. La douleur était trop profonde pour cela.
Mais quelque chose d'autre bougeait, une question silencieuse que je n'avais jamais osé poser. Pourquoi étais-je toujours celle qui était laissée pour compte? Je n'avais pas de réponse. Mais en restant là, je savais que je ne pouvais pas continuer à jouer leur jeu. Pour une fois, j'avais besoin de savoir ce que je valais. Pas pour eux, mais pour moi-même. Cette nuit-là, un SMS de Sarah a illuminé mon téléphone. J'étais de retour dans mon appartement, le silence lourd, après avoir quitté le restaurant vide. Son message était court mais perçant: « Chloé, tu mérites mieux que ça. Il y a un cours de photographie à Bordeaux, ça commence le mois prochain. Lance-toi. » J'ai fixé l'écran, ces mots transperçant le brouillard dans ma tête. Sarah, ma meilleure amie du lycée, avait toujours vu ce que je ne pouvais pas. Elle avait déménagé à Lyon il y a des années, poursuivant ses propres rêves, mais nous nous envoyions encore des SMS de temps en temps. Ce n'était pas seulement une suggestion, c'était une bouée de sauvetage. J'ai ouvert mon ordinateur portable, toujours dans mon manteau, et j'ai cherché le cours qu'elle avait mentionné. Le site web s'est chargé, montrant un programme dans une école d'art de Bordeaux axé sur la photographie de rue et les portfolios. Les images étaient époustouflantes, des paysages urbains sombres, des marchés vibrants, des ponts brumeux sur la Garonne. Chaque photo ressemblait à une promesse, un monde où je pourrais à nouveau tenir un appareil photo, et non une feuille de calcul. Le cours coûtait 1 500 €, mais il offrait des ateliers, du mentorat, même une petite exposition en galerie. J'ai fait défiler les biographies des professeurs, m'imaginant dans leur classe, apprenant à cadrer une photo pour raconter une histoire avec la lumière. Bordeaux n'était pas seulement une ville. C'était une chance de recommencer. J'ai cherché des photos en ligne, des cafés nichés sous les platanes, des galeries bourdonnantes d'artistes, des rues animées de fresques murales. Mon cœur s'est emballé, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il ne s'agissait pas de fuir. Il s'agissait de courir vers quelque chose. J'avais passé trop de temps à faire passer tout le monde en premier, laissant mes propres projets prendre la poussière. Le SMS de Sarah était une étincelle, et je pouvais la sentir prendre feu. J'ai ouvert un nouvel onglet, cherchant des vols de Clermont-Ferrand à Bordeaux. Un aller simple coûtait 300 €, gérable si je puisais dans ce qu'il restait de mes économies. J'ai cherché des appartements, trouvant un studio près de l'école d'art pour 800 € par mois. C'était petit, mais je n'avais pas besoin de grand-chose, juste un endroit pour dormir et un bureau pour mon appareil photo. J'ai mis l'annonce en favori, mes doigts bougeant plus vite maintenant, comme s'ils attendaient cela. Ensuite, j'ai vérifié mon bail. J'avais signé un contrat d'1 an, mais il y avait une clause de résiliation anticipée avec un préavis d'1 mois. J'ai rédigé un email à mon propriétaire, en restant simple. Je déménagerai à la fin du mois. Mon travail était plus délicat. J'étais dans le cabinet comptable depuis 3 ans, stable mais suffocant. J'ai ouvert un autre email adressé à mon patron, indiquant que je démissionnerais dans 2 semaines. Je n'ai pas expliqué pourquoi, je n'avais pas l'impression de devoir ça à qui que ce soit. J'ai sorti mon vieil appareil photo, un Canon que j'avais acheté à l'université, toujours dans son étui. Je ne l'avais pas touché depuis des années, mais le tenir, c'était comme retrouver un vieil ami. J'imaginais le porter dans les rues de Bordeaux, capturant la façon dont la lumière frappait une vitrine ou le sourire d'un inconnu. Cette pensée me faisait mal à la poitrine, non pas de douleur, mais de possibilité. Je n'étais plus la même personne qui avait planifié cette fête, qui avait fait confiance aveuglément. J'en avais fini d'être celle qui restait en arrière. Sarah a de nouveau envoyé un SMS, « Tu as ça. Ne les laisse pas te retenir. » J'ai souri, tapant une réponse rapide, « Merci pour le coup de pouce. » Ces mots étaient le seul encouragement dont j'avais besoin, la seule voix qui comptait à ce moment-là. Je ne lui ai pas tout dit, pas encore, mais sa confiance en moi était suffisante pour continuer. J'ai fermé mon téléphone, me concentrant sur l'écran devant moi. Je me suis inscrite au cours en ligne, remplissant des formulaires, téléchargeant une brève biographie. J'ai écrit que je voulais redécouvrir ma passion, construire un portfolio qui avait du sens. Ça semblait honnête, brut, comme si je parlais enfin pour moi-même. L'email de confirmation est arrivé quelques minutes plus tard, confirmant ma place. Je l'ai fixé, laissant la réalité s'imprégner. J'allais à Bordeaux.
Je me choisissais. J'ai pensé à maman et papa, à Léa, à leur voyage à Paris. Je ne me suis pas attardée sur leur rire, leur trahison. C'était leur histoire, plus la mienne. J'ai ouvert un carnet, notant une liste, annuler les services publics, emballer l'essentiel, vendre les meubles. Ma vie à Clermont-Ferrand pouvait tenir dans une valise. J'ai réalisé que j'avais vécu si petitement, attachée à leurs besoins. Plus maintenant. J'ai vérifié mes économies, 2000 € restants après la fête et le billet. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à moi. J'aurais besoin de trouver un emploi à temps partiel à Bordeaux, peut-être dans un café ou une librairie, pour couvrir le loyer pendant mes études. J'ai cherché en ligne, trouvant quelques postes vacants près de l'école d'art. Je les ai déjà mis en favori, imaginant une nouvelle routine, une routine où je ne faisais pas que survivre. À minuit, mon plan prenait forme. Je partirais dans 3 semaines, assez de temps pour tout boucler. J'ai pensé à le dire à maman et papa, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Ils ne méritaient pas de savoir. Pas encore. Je laisserai un mot pour Léa, peut-être avec l'album que j'avais fait, mais rien de plus. Ils le découvriraient quand je serais partie, quand il serait trop tard pour me retenir. J'ai regardé à nouveau mon appareil photo, passant mes doigts sur son objectif. Il semblait plus lourd maintenant, non pas de son poids, mais de son but. Bordeaux m'attendait, et moi aussi. Pour la première fois, je voyais un avenir qui n'était pas défini par leurs attentes, leurs mensonges. Je ne les fuyais pas. Je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartenait seul. Le lendemain matin, je me suis assise avec un café et une décision. Mon ordinateur portable brillait dans la lumière tamisée de mon appartement, le plan de la nuit dernière, maintenant une liste de contrôles que j'étais prête à aborder. J'ai ouvert mon email et rédigé un message à mon propriétaire, déclarant que je résilierais mon bail à la fin du mois. Les mots sont venus facilement. Pas d'hésitation, pas de doute. J'ai appuyé sur envoyer, sentant un nœud dans ma poitrine se desserrer. Ensuite, j'ai écrit à mon patron du cabinet comptable, en restant professionnel. Un préavis de 2 semaines, avec effet immédiat. Je n'ai pas mentionné Bordeaux ni mes raisons. C'était pour moi, pas pour eux. L'email est parti et j'ai expiré, déjà plus légère. J'ai ouvert un site de voyage pour chercher des vols vers Bordeaux. Un aller simple pour dans 3 semaines coûtait 300 €, une petite entaille dans mes économies. J'ai réservé, la confirmation apparaissant avec une date et une heure qui ressemblaient à une promesse. Mes doigts sont restés sur le clavier, un frisson silencieux me traversant. Je faisais ça, vraiment. Puis je me suis tournée vers l'album. Je l'avais commencé pour les 16 ans de Léa, mais c'était différent maintenant. J'ai ouvert une boîte de vieilles photos, sortant des clichés que j'avais pris au fil des ans, certains de moi et Léa enfant, d'autres de moi seule, expérimentant avec mon appareil photo. Il y en avait une de nous à une fête foraine, son visage collant de barbe à papa, mon large sourire derrière l'objectif. Je les ai arrangées soigneusement, collant chacune dans l'album, ajoutant des légendes d'une écriture nette. Été 2015, on s'est battu pour le dernier tour de manège. Ce n'était plus seulement un cadeau. C'était un adieu, une façon de clore ce chapitre. J'ai pris une feuille de papier pour la lettre. Mon stylo a hésité, puis a bougé. Léa, j'ai écrit, cet album est pour toi. C'est la dernière chose que je ferai pour toi. J'ai payé pour ton école, tes vêtements, les factures de notre famille, mais ça s'arrête maintenant. Je pars à Bordeaux pour vivre ma propre vie. J'espère que tu trouveras la tienne. Je n'ai pas mentionné maman ou papa, je n'ai pas accusé ni expliqué. Les mots étaient calmes, définitifs. J'ai plié la lettre, les glissé dans l'album et les posé sur le comptoir de ma cuisine. Ça semblait juste, comme si je me débarrassais d'un poids que j'avais porté trop longtemps. Mon téléphone a vibré, un rappel d'appeler tante Hélène. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, mais elle avait toujours été la seule membre de la famille qui écoutait. J'ai composé son numéro et elle a décroché à la 2e sonnerie. Chloé, contente de t'entendre, a-t-elle dit, sa voix chaleureuse. Je lui ai parlé du cours de photographie, de mon projet de déménager à Bordeaux, et j'ai demandé si je pouvais rester chez elle quelques semaines le temps de m'installer. Bien sûr, a-t-elle dit sans hésiter.
J'ai une chambre d'amis et j'ai hâte de voir tes photos. Son soutien était une bouée de sauvetage, solide et réelle. Nous avons parlé logistique, de son adresse, des meilleurs cafés près de chez elle avant que je ne raccroche, ma détermination plus forte. J'ai regardé autour de mon appartement, triant mentalement ce que je devais garder, mon appareil photo, mes vêtements, quelques livres, c'était suffisant. J'ai mis mes meubles en ligne, un canapé à 100 €, une table à 50. Le reste, je le donnerai. Ma vie ici avait été petite, définie par la routine et les obligations. Maintenant, chaque pas me semblait une reconquête. J'ai vérifié mes économies, 1700 € après le billet et les frais de cours. J'aurais besoin d'un emploi à Bordeaux, mais l'idée ne m'effrayait pas. Un poste de barista ou de libraire ferait l'affaire pendant mes études. J'ai fait ma valise, pliant chemise et jean avec soin. Mon appareil photo est allé dans son étui, prêt pour une nouvelle ville. J'imaginais marcher dans les rues de Bordeaux, prenant des photos de ponts et de fresques murales, construisant un portfolio qui serait le mien. La légèreté dans ma poitrine grandissait, non pas de colère ou de douleur, mais de savoir que je me choisissais. Je ne pensais pas à leur voyage à Paris, à leurs mensonges, c'était derrière moi. J'avançais, pas après pas délibéré. À midi, j'avais terminé les grandes tâches. Le bail se terminait. Le travail était fait. Le billet était réservé. L'album était prêt. Je me suis assise, sirotant mon café maintenant froid. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libérée, comme si je pouvais respirer sans les attentes des autres qui me pressaient. Je ne fuyais pas. Je marchais vers une vie qui me semblait vraie. La voix de tante Hélène résonnait dans mon esprit, son enthousiasme correspondant au mien. Bordeaux n'était pas seulement un endroit. C'était un nouveau départ. J'étais prête. À midi, mon téléphone vibrait comme s'il était possédé. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, 36 appels manqués, tous de maman, papa et Léa. Leurs noms clignotaient sans relâche, chacun une exigence à laquelle je n'étais pas prête à répondre. J'avais laissé l'album et la lettre sur le comptoir de la cuisine avant de sortir faire des courses, pensant qu'ils les trouveraient à leur retour de Paris. De toute évidence, c'était le cas. J'ai ignoré les appels, les laissant s'accumuler, et je me suis concentrée sur l'achat de rubans adhésifs pour l'emballage. Ma vie avançait et leur urgence n'était plus mon problème. 2 jours plus tard, j'ai entendu frapper à la porte. « Chloé, ouvre !» La voix de maman était perçante, teintée de panique. J'ai pris une grande inspiration, me suis ressaisie et j'ai ouvert la porte. Maman, papa et Léa se tenaient là, les visages rouges, l'album serré dans les mains de Léa. « Comment as-tu pu faire ça ?» Maman a lancé, entrant sans invitation. « Tu nous abandonnes ?» Les yeux de papa se sont rétrécis, sa voix basse. « C'est égoïste, Chloé. Après tout ce que nous avons fait pour toi. » Léa a croisé les bras, fulminant. « Tu es juste jalouse que j'ai pu aller à Paris. » Je suis restée calme, appuyée contre le comptoir. « Je n'abandonne personne, ai-je dit d'une voix égale. J'en ai fini de payer pour vos vies pendant que la mienne attend. » La mâchoire de maman est tombée, mais avant qu'elle ne puisse parler, papa a coupé. « Tu penses pouvoir juste partir ? Nous savons que tu as pris de l'argent de nos économies. » Mon estomac s'est retourné, non pas de peur, mais d'incrédulité face à leur audace. Ils avaient monté une histoire pour me maintenir en ligne, et maintenant ils redoublaient d'efforts. « Tu nous as volés ? » Maman a ajouté, sa voix tremblante d'accusation. « Nous avons appelé la police. Ils sont en route. » Léa a souri d'un air suffisant, comme si elle avait gagné quelque chose. Je n'ai pas scié. J'étais prête pour ça, même si je ne m'y attendais pas si tôt. Je n'ai rien pris, ai-je dit, mon ton ferme. Attendons la police, alors. 1 heure plus tard, 2 policiers ont frappé à ma porte. Maman et papa se tenaient derrière eux, les bras croisés, convaincus de m'avoir eu. Léa rôdait près du canapé, feuilletant l'album comme s'il s'agissait d'une preuve. L'officier principal, une femme avec un carnet, m'a demandé ma version des faits. Je me suis dirigée vers mon bureau, j'ai sorti un dossier et je le lui ai tendu. Ce sont mes relevés bancaires, ai-je dit. Chaque centime que j'ai dépensé pour la fête,
pour l'école de Léa, pour nos factures, venaient de mon compte, pas du vôtre. J'ai montré les transactions surlignées, 500 € pour le restaurant, 200 pour les décorations, d'innombrables petits retraits pour les dépenses familiales. Les officiers ont parcouru les papiers, puis ont regardé maman et papa. Cela correspond à son compte, a-t-elle dit. Aucune preuve de vol ici. Le visage de papa s'est effondré, son assurance envolée. Maman a balbutié, mais nous pensions. L'officier l'a coupé. Vous avez fait une affirmation sérieuse sans preuve. Je vous suggère de régler ça en privé. Elle m'a fait un signe de tête, presque apologétique, et est partie avec son partenaire. L'accusation était morte, tout comme leur emprise sur moi. Maman a essayé à nouveau, plus doucement cette fois, Chloé, nous ne voulions pas te vexer. Parlons-en. J'ai secoué la tête. Il n'y a rien à discuter. Je pars à Bordeaux dans 3 semaines. J'en ai fini d'être votre banque, votre organisatrice, votre roue de secours. Léa a ricané, jetant l'album sur la table. Tu es si dramatique, a-t-elle dit. Tu reviendras en rampant quand tu auras échoué. J'ai croisé son regard, inébranlable. Non. C'est ma vie maintenant. Papa s'est avancé, sa voix dure. Tu nous dois, Chloé. Nous t'avons élevée. Je n'ai pas laissé leurs mots m'atteindre. J'ai payé cette dette, ai-je dit. Des années de ça. Maintenant, je suis libre. Le silence est tombé dans la pièce. Leur argument épuisé. Je pouvais le voir sur leur visage. De la colère, oui, mais aussi une lueur de réalisation. Ils m'avaient sous-estimé. Supposé que je plierais toujours. Plus maintenant. J'ai ouvert la porte, leur faisant signe de partir. Tu as l'album, ai-je dit à Léa. Garde-le. C'est la dernière chose que tu auras de moi. Maman a hésité, tendant la main, mais j'ai reculé. Allez-vous-en, ai-je dit, ma voix ferme mais calme. Ils sont sortis. Maman marmonnant à propos de la loyauté familiale. Papa silencieux. Léa serrant l'album comme s'il lui brûlait les mains. J'ai fermé la porte, le verrou se refermant avec finalité. Je me suis assise, mon cœur calme. Leurs accusations, leur colère, ça ne m'atteignait pas. J'avais construit quelque chose de plus fort, une détermination qu'ils ne pouvaient ébranler. Bordeaux m'attendait, et j'étais prête à l'affronter à mes propres conditions. Ils avaient essayé de m'enchaîner avec la culpabilité, mais j'avais coupé les liens. Je n'étais plus leur fille qui arrangeait tout. J'étais juste Chloé, et c'était suffisant. 3 jours plus tard, je suis entrée chez mes parents avec une lettre. Elle n'était pas pour eux, pas directement. J'avais passé la matinée à rédiger un email à notre famille élargie, tante, oncle, cousin, exposant la vérité sur la fête, sur la façon dont maman, papa et Léa m'avaient laissé l'organiser pendant qu'ils s'envolaient pour Paris sans un mot. La lettre que je tenais était une copie imprimée, laissée sur leur table à manger comme une déclaration finale. Je ne me suis pas attardée. Je suis sortie, suis montée dans ma voiture et je suis retournée à mon appartement, prête à finir de faire mes valises pour Bordeaux. Avant de partir, j'avais envoyé un SMS groupé aux amis de Léa de l'école, un groupe soudé dont elle s'était toujours vantée. Le message était simple, les 16 ans de Léa étaient un mensonge. Je l'ai planifié, j'ai dépensé mes économies, et ils m'ont laissé attendre pendant qu'ils faisaient la fête à Paris. J'ai joint une photo des tables de restaurant vides, du groupe rangeant son matériel, des décorations intouchées. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. La vérité parlait d'elle-même. Au moment où j'ai atteint mon appartement, mon téléphone s'illuminait de notifications, mais je les ai mises en sourdine. Je n'étais pas là pour assister aux retombées. J'en avais fini avec leur drame. Le monde de Léa s'est d'abord effondré. Ses amis, autrefois loyaux, ont commencé à chuchoter. Le lendemain, son nom était synonyme de boue à l'école. Les camarades de classe qui avaient envié son voyage à Paris la voyaient maintenant comme la fille qui avait planté sa sœur pour un selfie à la Tour Eiffel. Quelques-uns de ses amis les plus proches ont cessé de lui envoyer des SMS, et ses réseaux sociaux sont devenus silencieux. Plus de publications sur les sacs de créateurs ou les cafés branchés. Elle avait bâti sa réputation sur le clinquant, mais la vérité l'a dépouillée.
Je n'ai pas appris ça d'elle, bien sûr. Ce sont des cousins et des voisins qui ont commencé à m'envoyer des SMS, choqués, comblant les lacunes. Je n'ai pas répondu. Maman et papa ont fait face à leur propre jugement. La famille élargie, très unie et vocale, n'a pas bien pris leur coup. Tante Hélène, qui m'avait déjà offert sa chambre d'amis à Bordeaux, a appelé maman pour lui demander pourquoi ils avaient menti. Des cousins les ont unfollow sur les réseaux sociaux, et les discussions de groupe familial bourdonnaient de désapprobation. Des voisins qui échangeaient autrefois des petits mots lors de fêtes de quartier leur ont maintenant tourné le dos. Le club de lecture de maman a annulé son invitation à la prochaine réunion, et les amis golfeurs de papa ont cessé d'appeler. Leur image parfaite, pilier de la communauté, parents attentionnés, s'est effondrée. Ils avaient toujours tenu aux apparences, et maintenant ils n'en avaient plus. Leur réaction fut rapide. Mon téléphone s'est illuminé d'appels. Le numéro de maman d'abord, puis celui de papa, puis celui de Léa. Encore et encore. Les messages vocaux s'empilaient. Chacun plus en colère que le précédent. Chloé, comment as-tu pu nous humilier? La voix de maman se fendait, à moitié suppliante, à moitié furieuse. Celle de papa était plus froide, tu as ruiné le nom de notre famille. Celle de Léa était du pur venin, tu es une menteuse et tout le monde le verra. J'ai écouté les premiers, puis j'ai arrêté. Leurs mots ne m'atteignaient plus. J'ai supprimé le reste sans les écouter. Mon doigt ferme sur l'écran. Ils ont ensuite essayé les SMS, de longs paragraphes me blâmant, me traitant d'ingrate, exigeant que je répare le désordre. Maman écrivait sur la loyauté, papa sur le respect. Léa sur la façon dont j'avais volé sa vedette. J'ai lu la première ligne de chacun, puis je les ai archivés. Je ne leur devais pas de réponse. Ne leur devais rien. J'avais passé des années à nettoyer leur désordre, à payer leurs factures, à planifier leur vie. C'était leur désordre, et ils y feraient face seuls. Sarah m'a envoyé un SMS cet après-midi-là. Un message court, j'ai entendu ce que tu as fait. Fière de toi, ma fille. Ce n'était pas comme son coup de pouce d'avant, juste un signe de tête de quelqu'un qui comprenait. J'ai souri, j'ai tapé un rapide « merci » et j'ai posé mon téléphone. Sarah n'avait pas besoin d'en dire plus. Son rôle dans mon histoire était terminé. Et j'étais reconnaissante pour ce moment de clarté qu'elle m'avait donné des semaines auparavant. J'ai continué à faire mes valises, pliant des vêtements, emballant des livres. Ma valise était posée près de la porte, mon appareil photo rangé en toute sécurité à l'intérieur. Bordeaux était à 2 semaines, et je pouvais déjà l'imaginer. Des rues pluvieuses, des cafés, l'école d'art où j'apprendrais à capturer le monde à travers mon objectif. Le chaos ici, les appels, les SMS. C'était maintenant un bruit de fond. Je n'étais pas en colère, pas blessée. J'étais libre. Et cette liberté était comme l'air après des années sous l'eau. Maman a essayé une dernière fois, se présentant à mon appartement ce soir-là. Elle a frappé doucement, sa voix étouffée à travers la porte. « Chloé, s'il te plaît, parlons. » Je n'ai pas ouvert. Je suis restée de l'autre côté, silencieuse, ma main sur la serrure. Elle a attendu quelques minutes, puis est partie. Je n'ai pas ressenti de culpabilité, pas de déchirement. J'avais dit ce que j'avais à dire, non pas avec des mots, mais avec des actions. L'email, le SMS, la lettre. C'était ma ligne dans le sable. Je me suis assise sur mon canapé, l'appartement presque vide maintenant. Il ne restait que quelques cartons. Le silence n'était pas lourd. Il était paisible. J'avais déchiré les mensonges qu'ils avaient construits, non pas par vengeance, mais par vérité. Ils feraient face à leurs conséquences et je ferais face à mon avenir. Bordeaux n'était pas seulement une ville. C'était la mienne. Un endroit où j'écrirais ma propre histoire, cadre par cadre, cliché par cliché. Je n'avais pas besoin de leur approbation, de leurs excuses, ou de leur colère. Je m'avais moi-même, et c'était plus que suffisant. À l'aéroport, mon appareil photo me semblait plus lourd que jamais. Non pas à cause de son poids, mais de ce qu'il portait, mon avenir, mon choix, mon nouveau départ. J'ai embarqué dans l'avion pour Bordeaux, ma valise rangée au-dessus de ma tête, le cœur calme.
Le bourdonnement des moteurs a noyé le bruit des semaines passées, et alors que le sol s'éloignait, le poids de Clermont-Ferrand s'est également envolé. Je n'ai pas vérifié mon téléphone, je n'ai pas cherché de message de maman, papa ou Léa. Ils étaient derrière moi, et j'avais fini de regarder en arrière. Tante Hélène m'attendait à la récupération des bagages de Bordeaux, son sourire chaleureux sous les lumières fluorescentes. Bienvenue à la maison, Chloé, a-t-elle dit, me serrant dans ses bras. Sa maison, un bungalow cosy près de l'école d'art, est devenue ma base temporaire. Ce premier soir, nous nous sommes assises sur son porche, sirotant du thé, parlant des particularités de la ville, de son charme pluvieux, de ses galeries cachées. Elle n'a pas posé de questions sur ma famille, n'a pas insisté. Elle m'a juste tendu une clé de rechange et a dit « C'est ton espace maintenant ». Le cours de photographie a commencé la semaine suivante. Je suis entrée dans la salle de classe, mon Canon en bandoulière, et j'ai ressenti une étincelle que je n'avais pas connue depuis des années. L'instructeur, un homme mince avec un don pour la lumière, nous a montré comment cadrer un paysage urbain. J'ai écouté, pris des notes, et je me suis sentie vivante. Mes camarades de classe étaient un mélange, certains jeunes, certains plus âgés, tous avides de créer. Nous avons tissé des liens autour de cafés et de critiques tardives, nos photos épinglées au mur du studio comme des promesses. J'ai passé mes journées à explorer Bordeaux, appareil photo en main. J'ai photographié le pont de pierre au crépuscule, son acier brillant contre le ciel. J'ai capturé un musicien de rue, son étui de guitare ouvert pour les pièces, son sourire éclatant. Chaque clic de l'obturateur était une victoire, un pas vers la vie que j'avais choisie. La ville se déployait autour de moi. Des fresques murales sur les murs de briques, des camions de nourriture fumant sous la pluie, des marchés débordant de couleurs. Je ne prenais pas seulement des photos. Je construisais quelque chose de nouveau, cadre par cadre. Mon téléphone est resté silencieux. Je n'avais pas eu de nouvelles de maman, papa ou Léa depuis mon départ, et je ne les ai pas contactés. Leur colère, leurs accusations, appartenaient à une vie que j'avais laissée derrière moi. J'ai vérifié mon email une fois, n'ai rien vu d'eux, et je l'ai fermé. Mon attention était ici à Bordeaux, où j'étais libre d'être Chloé, pas la sœur qui payait les factures, pas la fille qui arrangeait les désordres. Juste moi. Avec le recul, j'ai appris quelque chose de vital, se choisir n'est pas égoïste. Il s'agit de vivre en accord avec ses propres valeurs, pas celles des autres. J'avais passé des années à faire passer ma famille en premier, pensant que c'était de l'amour. Mais l'amour ne signifie pas s'effacer. Cela signifie fixer des limites, dire non et construire une vie qui vous appartient. Bordeaux m'a appris cela, et chaque photo que je prenais en était la preuve. À tous ceux qui écoutent mon histoire, merci d'être restés avec moi. J'espère qu'elle résonne, peut-être même qu'elle éveille quelque chose en vous. Avez-vous déjà dû poser des limites à votre famille, vous choisir plutôt que leurs attentes? Partagez vos réflexions. J'adorerais les entendre. Vos histoires comptent, tout comme la mienne. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls à trouver notre chemin.